Le 10 octobre, Belle prit Pauline d'acheter 10 ou 12 boîtes de cachous chez la veuve de Rhône et de les lui envoyer par la diligence. Je m'aperçois que mon crédit baisse parmi les dames de Milan depuis que je ne peux plus leur offrir du cachou. Celles qui m'aimaient prenaient les petites graines dans la boîte avec la langue. Tous les soirs, on faisait 2 fois, et parfois 3, la remarque qu'il était impossible de prendre les petites graines avec les doigts. Pour adoucir la saveur astringente de la noix d'arec, les pharmaciens préparent du cachou à la violette, à la réglisse, à la rose, à la vanille, à l'iris de Florence. Belle, lui, préfère celui à l'œillet, à la cannelle, au jasmin. Pour l'ambre gris, il faut être prudent, éviter d'en proposer aux dames, à qui il donne des vapeurs. Les Milanais se rient de ce qui effarouche les Parisiennes. La pointe acidulée sur le bout de la langue rend l'esprit plus vif, la musique plus charmeuse, les compliments plus piquants, les regards plus brillants. Il y a du cachou dans l'esprit de Stendhal, un peu de ces grains de folie qu'on prend dans la boîte du bout de la langue. Sa pensée ne s'exprime jamais mieux que par le paradoxe. La pointe, cette réflexion que personne avant lui n'a vue et qui fait qu'on prise sa conversation et qu'on craint sa personne. Il a surtout des vues curieuses et piquantes. Des idées singulières qui lui font dire, par exemple, qu'on peut estimer le degré d'avancement d'une civilisation d'après la température de l'eau chaude qu'on y sert pour le thé. Que le grand danger de la civilisation, c'est l'absence de danger. Qu'un grand obstacle au coculage en Angleterre, c'est l'architecture. Qu'un malheureux Français, surtout s'il est noble et riche, quand il tire son mouchoir de la poche gauche de son habit, est assailli par la terreur de manquer aux 19 règles sur la façon de se moucher. Qu'à 20 ans, le plaisir de monter à cheval fait croire qu'on est immortel. Que puisqu'on dépense de l'argent pour avoir un kangourou au jardin des plantes, on pourrait bien avoir à Paris cette autre rareté, un Allemand homme d'esprit. Que Goethe a donné le diable pour ami au docteur Faust, et qu'avec un si puissant auxiliaire, Faust fait tout ce que nous avons fait à 20 ans, il séduit une modiste. Que la musique hâte les progrès de la Stygie. Que la vivacité des beaux-arts en Italie dépend de l'âge des cardinaux et des évêques. Que les auteurs de la Bible n'avaient nulle idée de la beauté morale des actions humaines. Que si les apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul revenaient au Vatican, ils demanderaient le nom de la divinité qu'on adore ici. Que si Madeleine et Marthe, les amies de Jésus-Christ, eussent vécu du temps de Louis XIV, elles eussent été envoyées à la Bastille. Qu'au séminaire, il est une façon de manger un œuf à la coque qui annonce les progrès faits dans la vie dévote. Que l'amour, passion est dangereux à montrer trop longtemps sur scène, car le spectateur devient jaloux de l'amant. Que le froid au sortir du bal tue chaque année à Paris 1100 jeunes femmes. Il a vu les chiffres officiels. À partir de 1832, Belle consigne la date à laquelle il met son premier pantalon blanc de l'année. Souvent, c'est dès le 1er mai, jour de la fête du roi, et quand ce n'est pas avant le 28 juin, jour de l'absinthe, il juge que l'année est froide. Cette année-là, il le garde jusqu'au 27 octobre. Pendant des semaines, la boue ne souille pas le casimir du pantalon, qui ne risque d'être taché que si, dans le feu d'une conversation, on renverse une tasse de café à la panera. Le pantalon blanc est le signal du bonheur. Près de 6 mois en pantalon blanc. Contrepartie, il faut quitter Rome le 29 juin, après Saint-Pierre, pour un climat plus frais. Autrement, crainte de fièvre et nul plaisir. Fin de pantalon blanc, écrit-il en mémento, comme on dirait fin de l'été. A-t-on conscience, emporté dans le flou des jours,
du moment où l'on bascule des premières aux dernières fois. Première pluie de printemps, première arrivée à Paris, premier séjour en Italie, première soirée à l'opéra, première bataille, premières amours, dernier pantalon blanc, dernière page, dernier mot et certaines premières fois qui sont déjà des dernières. Première lunette, première attaque, première chute dans le feu. Nous sommes au tournant des jours. Pour Belle, il n'y aura désormais plus que des dernières fois. À sa mort, parmi les hardes qu'il a laissées à Civitavecchia, on compte 12 paires de pantalons en coutil gris et blanc, usés, comme autant d'été qu'il ne vivra plus. À Rome, Belle ouvre son exemplaire personnel du rouge et noir et sur la première page blanche, note à l'encre brune: j'ai écrit dans ma jeunesse des biographies, Mozart, Michel-Ange, qui sont une espèce d'histoire. Je m'en repens. Le vrai, sur les plus grandes comme sur les plus petites choses, me semble presque impossible à atteindre, du moins un vrai un peu détaillé. Madame de Tracy me disait, on ne peut plus atteindre au vrai que dans le roman. Écrire une biographie, c'est découper sa vie dans l'étoffe d'une autre vie. Aussi l'essentiel n'est-il d'abord que dans l'accessoire, la vérité dans la rêverie. On peut retracer la vie d'Henri Belle comme Stendhal l'a raconté Waterloo, en rôdant à l'arrière, en évitant la mêlée, en suivant les fantômes dans la brume, sans savoir si ce que l'on a entrevu à travers les incendies est authentique et mémorable, sans tirer un seul coup de fusil. Dans tout ce qu'il a écrit, ses romans, ses chroniques, son journal, ses mémoires, ses essais, sa correspondance familière ou diplomatique, que fait-il sinon dérouter son lecteur, l'égarer, le détrousser, le rançonner, lui voler son cheval? Au nombre des plus belles pages qui aient jamais été écrites de main d'homme, il faut compter les chapitres 9 et 11 du Rouge et Noir, qui racontent une histoire à la campagne. Le plaisir tourmenté de l'attente, le temps vierge, espoir fou. À Vergy, au jardin, sur les chaises, tandis que l'obscurité gagne peu à peu, mais qu'on se refuse encore à allumer les lampes, quand les ombres du grand tilleul et les nuages que la tempête fait défiler dans le ciel fondent les amants dans leur mystère, les voix commencent à trembler. Et bientôt, les mains se joignent, s'écartent, se reprennent. Il faut plus de courage à Julien pour saisir celle de Madame de Rênal que plus tard, le jour de son duel. Il se donne jusqu'à 10 heures pour agir. Son bonheur dépend de l'horloge du château. Quand retentit le dernier coup, il tend la main et prend celle de Madame de Rênal. Une phrase au balancement parfait peint l'atmosphère de trouble et de sérénité se haussant à la hauteur des tableaux de Claude Lorrain et des vers de Léopardi. Perdu dans une rêverie vague et douce,
si étrangère à son caractère, pressant doucement cette main qui lui plaisait comme parfaitement jolie, il écoutait à demi le mouvement des feuilles du tilleul agitées par ce léger vent de la nuit, et les chiens du moulin du Doubs qui aboyaient dans le lointain. L'amour, selon Stendhal, un amour plein de didascalie, rejoue éternellement l'acte 5 du mariage de Figaro, où les mains qui se frôlent dans l'obscurité tremblent, brûlent, forgeant l'indestructible chaîne des désirs. Pourtant, ce sont de ces pages qu'on pourrait aussi bien étudier à l'école d'artillerie. On y découvre une balistique, des trajectoires, des orbites, des paraboles. Le désir ne se réalise qu'en conciliant des calculs savants et l'instinct. Il doit tenir compte d'éléments extérieurs sur lesquels il n'a pas de prise, la proximité de la chaise, la nudité du bras, la clarté de la lune, le tintement de la cloche. Des règles qu'il se fixe pour fonder son bonheur en gardant son estime. Agir vite sans être aperçu. Et de ce feu qui peut tout enflammer en un instant, mais sans lequel il n'est pas d'accomplissement. Quoi de plus voluptueux qu'un serrement de bras à la promenade, à la faveur de la pénombre, un regard croisé, un mot prononcé avec un certain accent, des marques d'amour ambigu dont on interroge 100 fois la signification, qui ne sont perçues que par celui qui en est l'objet. Un serrement de main est une ville de Capoue pour moi, dit Lucien Leven. Mais c'est l'idée de Stendhal qui note en son voyage dans le midi de la France les détails d'un serrement de main sous de grands arbres, la nuit, me faisait rêver pendant des heures entières. L'amour n'est que l'histoire des signes qui le trahissent. Le plaisir n'est que leur attente, leur remémoration, dans la rêverie qu'ils suggèrent, puis dans leur interprétation. Mais comme dans certaines circonstances, l'amour ne peut se dévoiler. Il joue de l'équivoque, des doubles sens, du probable et de l'impossible, et triomphe jusque dans le souvenir qu'on garde d'une journée, dans les mots qu'on choisit pour la raconter. L'amour n'est que dans les romans. D'autant plus fort et tranchant comme l'épée de Tristan, que Tristan couche entre Iseux et lui, qu'il n'est pas consommé. Je l'embrasse, son voile coupe ce baiser en deux, mais enfin, il fut donné avec âme et reçu sans froideur.